Bonjour et bienvenue à ce webcafé du 16 décembre 2020 où nous traiterons principalement la question du télétravail en période Covid. On verra également les variantes pour tout ce qui est période hors Covid en même temps, mais en tout cas on va vraiment se baser sur la période qu'on a pu vivre déjà et surtout les évolutions qui seront amenées à venir sur cette question du télétravail. Donc, on verra dans un premier temps tout ce qui est définition du télétravail et les grands principes. Et ensuite, de manière un peu plus ludique, on répondra aux questions sous forme de format questions-réponses. Alors, concernant la définition du télétravail. Donc, au niveau du code du travail, donc on définit cette organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors des locaux. Donc en utilisant toutes sortes de technologies ou même sans technologie. Donc c'est ici on va pouvoir également réunir tout ce qui est travailleurs nomades, parce que comme vous le savez, c'est le genre de fonction qui effectivement vient de plus en plus sur le marché du travail et en possibilité, qui est d'ailleurs assez séduisante pour certains secteurs d'activité. Donc on va pouvoir effectivement télétravailler et avoir un certain nombre de règles qui nous seront appliquées, même peu importe où on travaille dans le monde et peu importe notre fréquence d'activité à l'extérieur. Alors, quelles sont les modalités pour la mise en place du télétravail? Alors, le télétravail, il est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou d'une charte qui sera élaborée par l'employeur et selon les cas, après avis du CSE. Alors, bien sûr, là, vous allez me dire, oui, mais pendant la période Covid, on n'a pas élaboré de charte ni d'accord collectif. Donc, effectivement, dans ce type de cas d'urgence, on peut exiger de mettre, enfin, en tout cas, des salariés de passer en télétravail du jour au lendemain, ou quasiment, en tout cas, sans avoir forcément élaboré une charte et l'avoir prévue. Alors, comment modifier l'organisation du travail pour mettre en place justement ce télétravail? Alors, effectivement, l'idéal, c'est d'avoir prévu et de tout cadrer dans un texte que l'employeur va pouvoir élaborer en fonction de ses propres besoins. Et dans ce texte-là, dans cet accord-là, on va effectivement pouvoir voir les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d'épisode, par exemple, de pollution. Donc, on va pouvoir exactement calibrer le système en fonction des besoins de notre entreprise, les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de sa mise en œuvre du télétravail, les modalités de contrôle du temps de travail, c'est également quelque chose qu'il faut prendre en compte. Alors, par exemple, on a des clients chez nous qui ont décidé, par exemple, de refuser les heures supplémentaires en télétravail. Et donc, ils ont décidé de dire aux salariés, quand vous êtes en télétravail, vous faites vos 7 heures. Quand vous êtes en entreprise, là, par contre, on est sur le système vraiment plus classique. Donc, c'est également une variante qui peut être mise en place. Voilà, donc on va effectivement déterminer toutes ces questions-là. On va pouvoir en déterminer un certain nombre au départ, et puis avec le fil de l'eau, l'utilisation de ce système, avec les années, on va pouvoir renforcer notre système pour vraiment coller à notre activité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au mois de novembre, donc le 26 novembre 2020, il y a un accord interprofessionnel qui a été signé par différents syndicats. On appelle ça les ANI. Vous avez déjà sans doute entendu parler de ce système, notamment en 2005, par exemple, ou même encore en 2017. Et donc, les syndicats se réunissent, ils décident d'appliquer un certain nombre de règles et de les codifier dans un texte. La question qui va se poser à chaque fois, c'est est-ce que ces règles vont être contraignantes ou non? L'ANI, ici en question, effectivement, tout le patronat a été d'accord de négocier, mais à la seule condition que les règles ne soient pas contraignantes et que chaque entreprise a l'occasion de décider s'il souhaite ou non appliquer ces règles-là. Alors vous allez voir en pratique, l'ANI qui a été signé le mois dernier n'est pas différent des règles actuelles au niveau du Code du travail, mais simplement on a voulu recadrer le contexte, les règles, la mise en œuvre du télétravail ou non, et surtout d'autres problématiques qui ne se posaient pas au départ de l'origine du télétravail quand, pour la première fois, cette notion est apparue dans le Code du travail, notamment vis-à-vis du RGPD, par exemple. Pour reprendre un peu sur tout ce qui est ANI, alors généralement l'ANI débouche finalement quand même sur des lois. Au terme d'une utilisation, on va se rendre compte que finalement le temps a évolué et que certaines règles de l'accord qui a été négocié ont vocation effectivement à pouvoir être intégrées dans le Code du travail. C'est ce qui a été par exemple le cas pour les frais professionnels. Souvent on s'est demandé, oui, mais quand je suis en télétravail, est-ce que je dois rembourser les frais professionnels à mon salarié? Donc effectivement, lorsque l'employeur
doit prendre en charge des frais exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle, il n'a pas vraiment le choix. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, cet alinéa qui était à l'origine prévu dans l'article L1222-10 du Code du travail prévoyait expressément que tous les frais exposés pour l'employeur dans le cadre de son activité professionnelle devaient être remboursés. Alors, cette réglementation a été prévue dans l'année 2005, non contraignante, elle a été codifiée en 2012, et ensuite, suite aux ordonnances Macron notamment de 2017, cette alinéa a été supprimée. Donc on pourrait se dire qu'on n'a plus besoin de rembourser les frais professionnels de nos salariés. Mais en fait, comme il y a toujours la jurisprudence qui est applicable d'une manière générale, comme l'arrêt qui est cité sur ce slide-là, donc l'arrêt du 12 décembre 2012, où ici, effectivement, l'employeur est obligé de prendre en charge ses frais. Donc il va falloir prouver que c'est dans le cadre de l'activité professionnelle et que c'est vraiment dans l'intérêt de l'employeur que ces frais ont été dépensés. On va pouvoir notamment prendre en considération les appels surtaxés. D'où l'intérêt, comme on l'évoquait avant, de cadrer tout ce genre de cas qui peuvent se présenter à vous dans le document, l'accord que vous allez pouvoir mettre en place. Et donc, par exemple, vous allez pouvoir imposer à vos salariés de ne pas appeler le numéro surtaxé lorsqu'ils sont en télétravail. Et donc, dans ce type de cadre-là, vous pourrez ne pas prendre en charge les frais professionnels que votre salarié aura dépensés, un peu en contradiction avec ce qui avait été prévu dans la charte. Donc ici, ce qu'il faut bien retenir, c'est que ce n'est plus prévu dans les textes, mais c'est toujours applicable. Notamment, déjà, l'ANI est toujours applicable donc pour les organisations syndicales et les patrons qui seraient adhérents à ces organisations-là. De toute façon, l'obligation de suivre l'ANI. Et donc, quoi qu'il arrive, la jurisprudence, elle, est toujours applicable. Au niveau des questions-réponses. Alors, la première question, et c'est les questions les plus fréquentes qu'on a pu avoir ici au cabinet. Alors, la mise en place du télétravail est-elle une obligation pour l'entreprise? Alors ici, la réponse est oui. Encore une fois, on se replace dans le cadre de l'activité, de tout ce qui était lié au Covid. Donc, dans ce cadre-là, oui, l'obligation était bien présente de mettre ses salariés en télétravail. Donc, dès lors que l'activité le permet, il fallait mettre tout son effectif en télétravail. C'est ici qu'il va être assez important de pouvoir justifier, si vous ne pouviez pas mettre vos salariés en télétravail, de pourquoi ce n'était pas possible. Notamment en cas, par exemple, de contamination de vos salariés, qui pourrait remettre en cause votre obligation de résultat de sécurité, pardon. Dans ce cadre-là, il sera important effectivement d'avoir pu répertorier un peu les types de situations qui font que ce salarié n'a pas pu être en télétravail ou en tout cas 100% en télétravail. Quelles sont les règles applicables en ce qui concerne le dialogue social et la mise en place du télétravail? Alors ici, ce qu'il faut savoir, c'est que, encore une fois, à partir du moment où vous avez un effectif qui donne plus de pouvoir au CSE, vous allez devoir négocier avec le CSE. Cette limite est généralement basée sur les sociétés de 50 salariés, que comme vous le savez avant, il y avait les délégués du personnel et le CE. Actuellement, il n'y a plus que le CSE, mais qui n'empêche que selon l'effectif de votre société, va avoir plus ou moins d'attributions. Et à partir de 50 salariés, il récupère toutes les attributions de l'ancien CE. Et donc, en cas de mise en place du télétravail, vous allez devoir consulter votre CSE, vous mettre d'accord avec lui sur les règles à utiliser et pouvoir cadrer le tout effectivement avec son avis pour ne pas risquer derrière d'avoir des poursuites pour entrave aux missions du CSE. L'employeur peut-il imposer le télétravail aux salariés? Donc là, encore une fois, dans le cadre de la crise sanitaire, oui, le Code du travail mentionne que le risque épidémique comme pouvant justifier le recours au télétravail sans l'accord du salarié. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de mettre en place d'avenant ou de formalisme particulier, même dans le cas général, il n'y a pas besoin de mettre en place un avenant à votre contrat de travail. Donc dans ce cas-là, si le salarié refuse le télétravail, vous pouvez par exemple le sanctionner et même aller jusqu'au licenciement dans le cadre de la crise sanitaire parce que votre obligation de sécurité de résultat prendra le pas sur cette question-là. Donc, comme je l'ai indiqué, pas besoin de modifier le contrat de travail, pas besoin de faire un avenant, même à l'avenir, si vous décidez de mettre en place un accord d'entreprise permettant le télétravail, pas la peine de modifier les contrats de travail de vos salariés. Éventuellement, il y a certains cas où vous allez embaucher des salariés pour faire que du télétravail. Dans ce cas-là, pour éviter que le salarié puisse exiger de revenir sur site, parce que vous n'avez peut-être pas la possibilité ou la place de le faire, il faudra prévoir dans le contrat de travail que l'activité est exclusivement prévue à distance. Dans ce cas-là, il faudra quand même encore une fois veiller à votre obligation de sécurité de résultat, notamment en cas des salariés qui éprouveraient finalement des difficultés à rester à la maison.
L'employeur peut-il refuser le télétravail aux salariés? Alors, ici encore une fois, ça va dépendre de l'activité. Donc, au niveau du Code du travail, on n'exclut aucun salarié du bénéfice du télétravail. Donc, on va pouvoir tout aussi bien l'instaurer pour les stagiaires que pour les apprentis. Mais effectivement, on va pouvoir l'imposer, on va pouvoir le refuser sur demande. L'employeur garde vraiment la même autorité qu'en présentiel. Donc les règles ne diffèrent pas entre les règles applicables en entreprise et hors de l'entreprise. Mais vous allez effectivement pouvoir les aménager et selon les besoins de votre activité. Et donc, selon l'activité de votre salarié, si effectivement son poste nécessite d'être présent dans votre entreprise, parce qu'il est cadre, parce qu'il a une obligation de formation, vous allez pouvoir lui imposer de rester en entreprise. Pareil pour les stagiaires, vous avez quand même une obligation de formation pour les apprentis, et donc il serait un peu illogique de les laisser pendant plusieurs mois entièrement en télétravail. Un salarié isolé peut-il rejoindre son lieu de travail de manière exceptionnelle? Donc là, on revient effectivement sur le point qu'on a évoqué déjà plusieurs fois sur l'obligation de sécurité de résultat. Et effectivement, oui. Donc, si un salarié exprime une situation de difficulté par rapport à son état psychologique ou autre difficulté qu'il peut avoir avec son activité en télétravail, vous avez l'obligation de trouver une solution. Et donc, effectivement, il va falloir dialoguer avec lui pour qu'on ne puisse pas vous reprocher ensuite de ne pas avoir respecté votre obligation de sécurité de résultat. Effectivement, on entend de plus en plus souvent les salariés qui seraient en difficulté psychologique par cet isolement. Et donc, effectivement, c'est des situations qui, à long terme, peuvent être pesantes et il faut effectivement trouver une solution avec ces équipes. Un stagiaire ou un apprenti peut-il continuer son activité en télétravail? Donc là, j'ai effectivement déjà répondu à la question. Et peu importe que ce soit pour les stagiaires ou pour les apprentis, il n'y a absolument aucune contre-indication à exercer son stage ou son apprentissage en télétravail. C'est encore plus vrai, notamment pendant cette crise sanitaire qu'on peut vivre encore en ce moment en 2020 et qui se poursuivra en 2021. Donc, que ce soit pour les stagiaires ou le contrat d'apprentissage ou les contrats de professionnalisation, vous êtes libre d'établir les règles. Par contre, effectivement, en cas de problème, il va pouvoir justifier que vous avez refusé le télétravail à un stagiaire entièrement ou à un apprenti de manière complète. Le télétravail doit-il être contractualisé? Donc encore une fois, ce n'est pas nécessaire, vous avez le choix de le faire, mais ici, la question à chaque fois qui va se poser, c'est que du moment que c'est dans le contrat de travail, il faut remodifier pour modifier les conditions. Alors que si c'est dans un texte comme la charte ou un accord, on va pouvoir déterminer les règles sans forcément remodifier le contrat de travail pour tous vos salariés. Donc on met un seul texte et on ne modifie pas à chaque fois le contrat. Voilà. Il y a un seul moment où c'est vraiment obligatoire, ça serait plutôt pour les contrats à temps partiel, où ici, effectivement, on détermine par exemple les heures dans le contrat. Mais sinon, généralement, on ne conseille pas de mettre les heures de travail ou ce genre d'informations vraiment précises dans le contrat, parce qu'à chaque fois, vous voulez le changer, alors que vous avez le pouvoir de l'employeur de le faire, ben, là, vous ne pouvez plus parce que c'est contractualisé. Le salarié peut-il choisir ses jours de télétravail? Alors effectivement, on avait plusieurs fois la question, parce que quand on a des enfants à la maison, on peut être tenté de vouloir télétravailler quand on a des enfants à la maison, mais encore une fois, la réponse est non. L'employeur est totalement libre de répartir la durée du travail qu'il souhaite imposer à son salarié à domicile, en cas de crise sanitaire. Bien entendu, du coup, effectivement, le salarié ne pourra pas venir exiger d'être à la maison le mercredi et le vendredi, par exemple. Donc ici, on va également appliquer une égalité de traitement. Il faudra faire attention à ce point-là également. Si vous avez plusieurs revendications de salariés, il faut être vigilant à ne pas discriminer un ou l'autre salarié par rapport à une règle que vous appliquez de manière différente. L'employeur peut-il obliger les salariés à poser des congés payés et télétravailler en même temps? Donc, c'est une question qui peut parfois faire sourire, comme on l'a vu, mais c'est déjà arrivé plusieurs fois. On ne fait pas forcément, ou en tout cas au départ de la crise sanitaire en mars, la distinction entre télétravail et congés payés. Mais effectivement, il ne faut surtout pas mélanger les deux. C'est soit on est en télétravail, soit on est en congé payé, mais on ne peut pas être les deux en même temps.
Il faut savoir que comme vous percevez une indemnisation au niveau de l'activité partielle, l'URSSAF va pouvoir venir et redresser autant de jours et autant de salariés que nécessaire si le contrôleur constate que vous avez ciblé dans votre déclaration de DSN et dans les éléments que vous déclarez à l'administration en fin de mois qu'un salarié était aussi bien en congé qu'en télétravail. Donc la réponse est non. Donc le télétravail ne peut être pratiqué que pendant les horaires de travail. Les salariés peuvent-ils être au même moment en activité partielle et en télétravail? Donc là, encore une fois, la réponse est non. On ne peut pas être en activité partielle et en télétravail. Si on est en activité partielle, on n'est pas en télétravail, puisque l'activité partielle justifie bien de ne pas travailler. Maintenant, ce qui est possible, c'est d'être partiellement en activité partielle sur une partie de la journée et l'autre partie de la journée en télétravail. Vous serez le matin ou même de 8h à 15h en télétravail et de 15h à 17h en activité partielle parce que l'activité de votre société fait que vous avez moins d'activité. Donc ça, c'est possible, mais par contre, on ne mélange pas les deux en même temps. Pas de télétravail et pas d'activité partielle en même temps. Là-dessus, on vous rendra aussi attentif, notamment sur les cadres qui parfois peuvent être en activité partielle, donc chez eux, ils ne travaillent pas, mais par acquis de conscience, par professionnalisme, ils vont vouloir quand même envoyer des mails. Donc il faut être très, très attentif à ce niveau-là, parce que l'URSSAF, s'il décide, le contrôleur, de pousser un peu son contrôle et qu'il se rend compte que votre cadre a travaillé en même temps qu'il était déclaré en activité partielle, vous allez devoir rembourser les sommes. Il ne faut pas hésiter à renvoyer des rappels à vos cadres qui abuseraient un peu de ces règles pour leur dire de n'écrire que pendant le temps de travail. Le télétravail peut-il être alterné avec l'activité partielle? Donc encore une fois, toutes les questions s'entremêlent un peu. Donc la réponse est oui. Donc l'employeur détermine la quantité de travail pouvant être exercée en télétravail et détermine si le salarié doit alterner télétravail et activité partielle. Donc ici, vous pouvez être, comme on l'a dit, un jour en activité partielle, un jour en télétravail, 5 heures en activité partielle, 5 heures en télétravail, ou 20 jours en activité partielle et 10 jours en télétravail. Il n'y a vraiment pas de règle. Le but est vraiment de ne pas mélanger les deux. Mais à partir de là, vous êtes assez libre de répartir l'activité comme vous le souhaitez. L'employeur peut-il imposer des tests Covid pour respecter son obligation de sécurité? Donc là, on pourrait également être tenté de dire oui, mais en fait la réponse est non. Donc on ne peut pas imposer au sens strict du terme à ses salariés de réaliser des tests Covid. Ce qu'on peut faire, c'est prendre un rendez-vous auprès de la médecine du travail, et c'est le médecin du travail qui, en faisant son étude, va pouvoir déterminer si le salarié est apte ou non à reprendre son travail. Et dans ce cas-là, lui pourra effectivement préconiser au salarié de faire un test, il pourra en avoir le retour, mais par contre, vous ne saurez pas si effectivement le test a été positif ou négatif. Simplement, bien sûr, si le salarié ne revient pas travailler, il y aura de fortes chances qu'il était positif au Covid, mais en tout cas, c'est une information personnelle que vous n'avez pas le droit de recevoir. C'est exactement la même chose quand un salarié est en maladie d'une manière classique, vous n'avez pas le droit de connaître sa pathologie, hormis maladie professionnelle. Les salariés en télétravail doivent-ils respecter les horaires de travail? Donc la réponse est oui. Donc c'est l'employeur qui fixe encore une fois ici les horaires de travail. On va parfois sans doute vouloir éviter que les salariés en télétravail écrivent aux clients à 22 heures et on va pouvoir effectivement dans l'accord déterminer que le salarié va travailler de 8 heures à midi et de 14 heures à 18 heures par exemple. De la même manière, on pourra effectivement aussi mettre en place des contrôles pour voir si le travail a été fait. Y a-t-il des moyens ou des limites aux moyens de contrôle que l'employeur peut mettre en place? Donc ici, encore une fois, oui, il faut absolument donner des instructions et dans la mesure du possible, même si ce n'a pas encore été fait, on est toujours dans la période de crise liée au Covid, mettre en place ces règles-là pour pouvoir ensuite éventuellement demander des comptes à ses salariés. Donc il faut absolument cadrer dans quelles conditions on peut constater que le salarié travaille ou non. Alors,
tout simplement en badgeant, en faisant le listing de ces missions. Pour ceux qui ont des logiciels un peu plus performants où on doit effectivement pointer mission par mission, la question ici ne se pose pas. On a également l'exemple de Teams, par exemple. Vous pouvez constater que votre salarié est connecté ou non. Et si, alors qu'il est censé être en télétravail de 8h à midi, s'il n'est pas connecté à 10h, vous avez le droit effectivement de lui demander pourquoi est-ce qu'il n'est pas connecté. Ça peut être une raison X ou Y. Ici, on souhaite éviter le cas où le salarié ne serait pas au courant d'une obligation qu'il aurait vis-à-vis de son employeur pour prouver qu'il est bien en activité. Et dans ce cas-là, on ne pourrait pas lui reprocher de ne pas l'avoir fait. Donc si on lui dit « tu dois être connecté sur Teams de 8h à midi et de 14h à 18h », ensuite, on pourra lui reprocher. Mais en soi, on peut très bien estimer que le salarié n'avait pas besoin de se connecter sur Teams, qu'il travaillait et qu'il n'était pas connecté à Teams. Dans ce cas-là, on ne pourra pas lui reprocher. Donc, c'est vraiment important de cadrer ce type de règles pour que le contrôle ne soit pas intrusif et bien en discuter dans la mesure du possible avec le CSE ou même ses salariés. Les salariés doivent-ils garantir à leur employeur un espace dédié pour le télétravail ? Alors la réponse est non, donc sauf accord ou charte d'entreprise qui le préciserait, il n'y a aucune prescription au niveau des textes et du code qui obligerait le salarié à justifier d'avoir certaines conditions pour télétravailler. Encore une fois, on voit ici l'importance d'avoir un texte qui cadre le tout. On peut par exemple, de manière totalement légal, demander à son salarié de justifier d'avoir un bureau séparé de son salon, avec un écran, un fauteuil, des conditions de travail normales. C'est possible de l'exiger. Et donc, on pourra dire aux salariés, ben, c'est simple, nous, dans l'entreprise, on va tolérer le télétravail, mais à condition de respecter ces règles-là et d'en justifier auprès de sa direction. Et si les règles ne sont pas respectées, le salarié ne pourra pas exiger d'être en télétravail s'il ne respecte pas les règles. Cette question est notamment importante au niveau de tout ce qui est maladie professionnelle, parce qu'effectivement, c'est une question qui va se présenter, et à savoir, ah bah oui, bah mon salarié il a une maladie professionnelle, par exemple, je ne sais pas, on peut avoir un problème au niveau des scaphoïdes ou autre chose, ou au niveau du dos, et on se rend compte que finalement, le salarié n'avait pas un siège adapté, qu'il a travaillé sur un siège non adapté pendant, par exemple, 10 ans. Et dans ce cas-là, il y aura bien une reconnaissance de maladie professionnelle parce que sa pathologie proviendra de l'exercice de son activité. Donc c'est ici où effectivement il faut penser à cadrer également ce type de règles, ce qu'on ne voyait pas venir en mars 2020 quand on a commencé à mettre effectivement toutes nos équipes en télétravail. Les salariés doivent-ils utiliser leur ordinateur personnel en télétravail? Alors la réponse est non. Donc les salariés peuvent utiliser leur matériel personnel s'ils le souhaitent, mais ce n'est pas une obligation. Si l'employeur demande aux salariés de télétravailler ou l'exige, il doit leur donner la possibilité de le faire. Donc là, c'est vraiment, encore une fois, applicable à la période actuelle de crise sanitaire et de télétravail forcé, notamment en cas de fermeture administrative ou d'autres situations. Dans ce cas-là, on ne pourra pas reprocher au salarié de ne pas exercer son activité de la même manière qu'il le ferait au bureau si on ne lui en donne pas les moyens. Donc, si le salarié peut télétravailler avec son matériel, que cela vous convient, vous pouvez l'autoriser, mais sans pouvoir lui reprocher son activité par rapport à son activité classique, ou alors vous pouvez justifier le retour du salarié en entreprise, même pendant la crise sanitaire, en indiquant que le télétravail n'est pas possible compte tenu de l'équipement informatique. Parce que certaines personnes peuvent travailler sur un simple PC, mais parfois on a besoin de beaucoup plus de matériel et le salarié en perso n'a pas forcément ce matériel-là. Et donc dans ce cas-là, on pourra exiger qu'il revienne travailler en entreprise. Par contre, dans le cadre du télétravail de manière volontaire, là, on pourra effectivement exiger alors que le salarié travaille avec son matériel, ou en tout cas qu'il ait le matériel adéquat. Là, ça sera vraiment à lui de décider. Je veux télétravailler, je n'ai pas le matériel, mais je fais l'effort d'avoir mon matériel. Si je n'ai pas le matériel et que mon employeur ne me le propose pas, je ne télétravaille pas. Si l'employeur ne peut pas fournir aux salariés l'accès à leurs mails et données professionnelles, peut-il refuser le télétravail? Ici, la réponse est oui, donc on a déjà répondu en partie avant. Si le télétravail n'est pas compatible avec votre activité, l'employeur va pouvoir vous demander de revenir travailler en entreprise. Encore une fois, il faudra veiller à respecter l'obligation de sécurité de résultat.
Mais on peut pas aller au-delà des règles. Et donc, si effectivement le matériel informatique ne permet pas de télétravailler ou d'autres éléments, l'employeur peut demander effectivement de revenir en présentiel. Les télétravailleurs bénéficient des titres restaurants. Alors là aussi, la question s'est posée déjà plusieurs fois, et la réponse ici est bien oui. Donc, ce qu'il faut savoir sur la règle du ticket restaurant d'une manière générale, c'est que comme il y a une exonération qui s'applique sur l'attribution des tickets restaurants, l'URSSAF va veiller à ce que la règle, pour pouvoir l'attribuer, est bien respectée. Et la règle, en fait, veut que pour pouvoir bénéficier d'un ticket restaurant, on doit être en situation de devoir manger pendant son activité. Donc, cela signifie que si vous travaillez, par exemple, de 7h à midi et que vous ne travaillez plus l'après-midi, le ticket restaurant ne sera pas exigible. Par contre, si vous travaillez de 8h à midi et de 14h à 18h, que vous soyez en entreprise ou en télétravail, le midi est prévu dans votre horaire de travail et donc vous avez le droit de bénéficier d'un ticket restaurant. À ne pas confondre avec les contrats professionnalisation et les contrats d'apprentissage ou stage où parfois le salarié est en école. Dans ce cas-là, il est à l'école, il n'est pas au travail. Donc même si l'école prévoit le temps du déjeuner pendant les heures d'école, le ticket restaurant n'est pas à donner, effectivement. Dans ce cas-là, vous risquez un redressement de l'URSSAF parce que vous n'avez pas de charge dessus, parce que sinon, effectivement, on pourrait donner 22 tickets de manière automatique à tous nos salariés, qu'ils soient là ou qu'ils ne soient pas là, ou peu importe leurs horaires. Les salariés bénéficient-ils de la prise en charge mensuelle de leur titre de transport par leur employeur lorsqu'ils télétravaillent à domicile durant tout le mois? Alors la réponse est oui. Donc dans le cadre des transports publics, uniquement les transports publics, donc que ce soit bus, train, tram ou même location de vélo, l'employeur doit prendre en charge 50% des titres d'abonnement. Alors, si le télétravail s'exerce de manière alternée, c'est-à-dire par exemple un jour sur deux, vous avez toujours cette obligation de prendre en charge l'abonnement de transport. Par contre, si le télétravail s'exerce de manière continue, vous n'avez plus l'obligation de prendre en charge les tarifs et les factures au titre du transport de votre salarié. Donc encore une fois ici, il faudra être vigilant si vous souhaitez mettre le télétravail de manière plus pérenne à l'avenir pour effectivement cadrer ce type de règles-là et aussi prendre en considération le fait que parfois le salarié peut prendre un abonnement annuel. Par principe ou par question de simplicité, parfois on fait ce remboursement dès la paye du mois de janvier, alors que le salarié pourrait très bien partir en cours d'année ou être en télétravail. Donc il faudra être assez vigilant pour bien payer ce type d'abonnement mensuellement, afin de pouvoir notamment le supprimer quand il sera plus dû. Les salariés sont-ils couverts en cas d'accident pendant le télétravail? Donc comme on l'a dit, que ce soit en entreprise ou à la maison, on est en travail et donc il y a bien accident de travail lorsque l'accident est intervenu pendant les horaires de travail. Donc là, il est présumé, comme en entreprise, être un accident du travail. Donc encore une fois ici, d'où l'importance de cadrer les règles et de bien pouvoir préciser aux salariés que de 8h à midi, il est en télétravail et de 14h à 18h. Et non pas que le salarié vous dit moi, j'ai aménagé mes horaires et en fait, à 20h30, j'ai eu un accident, mais j'étais en travail. Et donc, c'est un accident du travail. Donc, ce sera effectivement important de bien codifier ce type de règles pour éviter les problèmes par la suite. Les travailleurs frontaliers, Allemagne, Luxembourg, luxembourgeois, suisse ou autres, peuvent-ils bénéficier du télétravail? Alors ici, encore une fois, la réponse est oui. Donc, on n'aura pas de distinction et l'employeur devra faire bénéficier le salarié transfrontalier des mêmes dispositions que les autres salariés. Il n'y a pas de raison. C'est bien le droit applicable à la société et au siège, au lieu d'exercice de l'activité. Donc, si le salarié habite en Allemagne, mais travaille chez vous en France, il aura les mêmes règles et pourra télétravailler de chez lui. La couverture de sécurité sociale des travailleurs frontaliers sera-t-elle affectée par une hausse du temps passé en télétravail en France? Ici, encore une fois, aucune incidence. Alors, que l'activité soit exercée donc en télétravail, qu'on soit frontalier ou non, le télétravail n'aura absolument aucune conséquence en matière de couverture sociale. Ça, c'est la règle qui a été mise en place jusqu'au 31 décembre 2020. Il sera effectivement important, si vous souhaitez mettre en place l'activité partielle de manière plus durable, de contacter votre assureur ou de prévenir vos salariés de prendre des précautions. On ne sait jamais, on peut effectivement, dans certains cas, avoir des exclusions au niveau de son assurance selon les situations.
Voilà, donc on arrive au terme de ce dernier web café de l'année. Donc on était effectivement plus sur cette question du télétravail qui n'avait pas encore été abordée. On avait des sujets vraiment plus techniques avant. Là, c'était un sujet un peu plus souple, même si effectivement il a déjà posé beaucoup de problèmes. On aura un second, enfin un second, on partira plutôt sur la fiscalité sans doute au mois de janvier avec notamment les lois de finances qui vont arriver. Et donc le prochain web café sera sans doute sur ce thème-là. Alors j'en profite pour consulter le chat et les questions. Et donc on a une question, on nous demande quelles sont les répercussions si mon salarié a des difficultés pour télétravailler avec sa clé 4G par exemple, il aurait des problèmes de réseau. Donc dans ce cas-là, en période Covid, c'est pas de la faute du salarié. Comme dit, comme on l'a évoqué avant, il fait son maximum. C'est soit l'employeur lui propose un matériel lui permettant d'exercer son activité de manière correcte. Dans ce cas-là, on peut par exemple lui donner un autre routeur 4G pour qu'il puisse avoir une connexion suffisante, ou alors on peut exiger qu'il revienne effectivement en entreprise. On pourra dire, bon, bah, compte tenu de la situation du salarié, parce que dans son village ou autre circonstance, on n'a pas Internet, on pourra exiger que le salarié revienne travailler en présentiel. Pardon. Et encore une fois, à l'avenir, si vous souhaitez pérenniser ce système, dans ce cas-là, ça sera au salarié effectivement de prendre en charge ces frais-là et sinon de revenir en entreprise. Le télétravail ne sera pas possible, il revient en entreprise. Mais en tout cas, on ne peut pas sanctionner en période actuelle un salarié qui ne pourrait pas travailler de manière optimale parce qu'on ne lui aurait pas fourni le matériel nécessaire. Voilà pour cette question. Alors, on souhaitait encore, au nom de toute la CECAL, vous souhaiter de bonnes fêtes. Bon courage pour cette fin de mois de décembre qui est chargée pour tout le monde et à l'année prochaine.